Bonjour à tous. On va tout doucement commencer parce qu'on espère quand même terminer à l'heure. Donc voilà, je vous remercie tous d'être venus et encore la bienvenue. Alors, je me présente, je suis Paola, je suis présidente du mouvement de solidarité internationale INTAL. Nous travaillons autour de la thématique de la paix et de la décolonisation dans le sud global, mais également dans le nord. Donc voilà, moi je vais être votre modératrice pour la première partie de cette conférence intitulée donc, « Comment sortir de la guerre et de la militarisation ». Alors, c'est une conférence à l'initiative de Europe pour la paix et la solidarité, qui est une plateforme qui réunit donc plus de 90 organisations, syndicats et ONG, et qui a initié donc une grande manifestation le 27 mars pour trouver, en tous les cas, poser une alternative à la politique de guerre qui sévit pour l'instant partout en Europe. Donc, voilà. Alors, le programme de cette soirée se divise en deux moments. La première, on va surtout en fait voir quelles sont les origines de la guerre en Ukraine et les conséquences pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Et alors la deuxième partie, qui va être modérée, Ludo est parti, mais donc qui va être modérée par Ludo. Anne-Marie, pardon. Les alternatives à la guerre et à la militarisation. Voilà, alors... la première chose qu'on peut dire, c'est que ce qu'on voit en tous les cas depuis, très certainement assuré depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est qu'il y a vraiment les sanctions, l'envoi d'armes, l'augmentation des budgets de la défense vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire on vise vraiment une escalade du conflit. Ici, donc, c'est vraiment une logique de confrontation qui est mise en avant partout par nos politiques et qui est privilégiée, on le voit, par le camp occidentale. Et alors, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout, cette logique de confrontation n'a pas commencé au 24 février avec l'invasion de la Russie en Ukraine, mais date d'avant. Donc c'est face à ce contexte que nous allons tenter de répondre à des questions importantes pour l'avenir, comme je le disais, de l'Europe et du monde. Alors, les questions sont assez larges et on va essayer évidemment d'aller au plus en détail, mais comment a-t-on pu en arriver là ? Comment peut-on arrêter la guerre? Quelles sont les alternatives à la militarisation, à l'armement et à la guerre? Et à quoi pourrait ressembler l'architecture européenne de défense dans l'avenir? Voilà. Alors, en tout premier lieu, nous allons nous pencher sur les origines de la guerre en Ukraine et quelles sont les conséquences. Et pour ça, on a donc trois invités de marque. D'abord, Christophe Wazinski, donc professeur en politique internationale à l'ULB. On a ensuite Kathleen Malfit, excuse-moi si je le prononce, qui est donc professeur à Leuven, à la KUL de Leuven. Et on a enfin Yannick, qui est un peu loin de nous, mais toujours, qui sera bien présent dans la discussion, qui est donc du CRIP. Vous aurez également l'occasion de plus détailler votre profil. Mais donc voilà, alors on va commencer par Christophe. Est-ce que tu peux le mettre au milieu pour... Oui, vas-y. J'ai pas le micro. Vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord, impeccable. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec plaisir que j'interviens parmi vous. C'est pas la première fois que j'interviens sur cette thématique-là. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu beaucoup de choses et je suis désolé si j'enfonce un peu les portes ouvertes. Mais je pense que ça reste intéressant de revenir sur la question des origines, des causes de la guerre qui est actuelle, comme ça vient d'être dit. Donc je pense que ce conflit ne s'explique pas uniquement par les événements de la fin du mois de février 2022, il y a aussi un contexte derrière ce conflit. Et je voudrais très brièvement donc revenir sur ce contexte. Je ne vais bien entendu pas pouvoir développer énormément. J'espère que ma présentation ne sera pas trop bancale, j'avais prévu quelque chose de trop long. Donc voilà, mais j'ai fait mon possible en tout cas pour revenir sur certains points, notamment la question de l'extension ou de l'élargissement de l'OTAN. Si possible aussi dire quelques mots sur le tournant martial ou militariste de l'Union européenne. Je voudrais, s'il me restera encore un petit peu de temps, donc évoquer très rapidement la question du nationalisme russe et enfin peut-être évoquer aussi la question des relations de la Russie avec ce qu'on appelle le Near Abroad, son étranger proche, c'est-à-dire les régions qui entourent la Russie, des régions où il y a des conflits depuis un certain nombre d'années. Alors, je voudrais aussi peut-être commencer, comme je fais d'habitude, par une espèce de mise en garde qui peut-être est absolument évidente, mais qui quand même doit pour moi être rappelée ponctuellement. Moi, je considère que là, on est dans un conflit qui est le résultat
si on regarde donc vraiment ce qui s'est passé en février 2022, qui est le résultat d'une agression de la Russie. Et c'est un conflit qui est illicite de la part de la Russie, qui doit être condamné. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour de la question, bien entendu. Il faut vraiment s'intéresser encore une fois au contexte. Et puis je pense aussi qu'il faut être très très prudent par rapport à certaines informations qui circulent à la fois dans les médias, aussi sous forme de livres. Des livres par exemple où on vous dit qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine. Je pense que le personnage, Vladimir Poutine, incarne en partie une certaine image de la Russie, mais un rôle important, mais on ne peut pas se contenter, si on veut bien comprendre la situation actuelle, on ne peut pas se contenter de se focaliser uniquement sur la figure de Vladimir Poutine, ou même sur Vladimir Poutine et juste entre guillemets, une clique autour de lui. Alors, le premier point donc, sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'OTAN, de l'élargissement de l'OTAN. Donc, c'est une question sur laquelle beaucoup de choses ont été dites. Et puis, je vous avoue que j'ai été très très surpris quand le conflit a commencé, d'entendre un espèce de consensus dans les médias, essentiellement de gens qui disaient « l'OTAN n'a rien à voir dans ce conflit, l'OTAN n'a rien à se reprocher, etc. » Alors, je ne peux pas vous faire l'histoire de l'élargissement de l'OTAN dans les années 1990, qui est une histoire par ailleurs très très intéressante, à propos desquelles un certain nombre de choses correctes et moyennement correctes ont été dites dans les médias ces derniers temps. Mais je voudrais quand même rappeler un principe de base, c'est que l'OTAN, en tant qu'organisation, c'est une organisation qui, dans le jargon des politologues ou des spécialistes des questions de défense, on appelle ça une organisation de défense collective. Le principe de la défense collective, donc, c'est quand des États se rassemblent, et ils se rassemblent parce qu'ils considèrent que quelque part, au-delà de la frontière, plus loin, là-bas, il y a des risques et des menaces, et il faut se rassembler, se protéger vis-à-vis de quelque chose qui est là-bas, à l'extérieur. Pour dire les choses de manière très schématique, la défense collective, c'est la sécurité contre l'autre. Et l'OTAN s'est imposée dans les années 1990 et dans les années 2000 comme l'organisation centrale de défense et de sécurité au niveau européen, et elle a fait de l'ombre à toutes les autres organisations. Et parmi les autres organisations, il y en a une qui est particulièrement intéressante et qui vous tient à cœur, je pense, une organisation qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. C'est une organisation qui est déjà assez ancienne, qui a vu le jour dans les années 1970. À l'époque, elle ne s'appelait pas organisation, mais conférence. La première lettre a changé. Et cette organisation, donc, elle n'est pas une organisation de défense collective, c'est une organisation de sécurité collective. Et sécurité collective, c'est tout à fait différent parce que, pour dire les choses là aussi de manière très schématique, la sécurité collective, c'est quand on se met tous ensemble et on essaie de trouver des moyens d'assurer notre sécurité, mais pas contre quelque chose qui est de l'autre côté, qui est au-delà de la frontière ou qui est très très loin. Donc c'est une conception de la sécurité qui est très très différente, qui est beaucoup plus coopérative et qui donc tranche très très fort avec l'OTAN. Je voudrais peut-être aussi très rapidement vous rappeler que l'OTAN n'est plus tout à fait l'OTAN. Je veux dire par là que pendant la guerre froide, je schématise aussi, l'OTAN était une organisation qui s'est présentée comme une organisation qui était là pour défendre le territoire des États ouest européens. À partir des années 1990 et au début des années 2000, l'OTAN commence à intervenir hors zone. Elle intervient au Kosovo, elle intervient en Afghanistan, elle intervient en Libye. Donc la nature de l'organisation change par ailleurs. Je pense en fait que les élargissements de l'OTAN, il y en avait plusieurs, je ne vais pas les détailler non plus, ont créé en fait une situation qu'on appelle, de nouveau dans le jargon des chercheurs, un dilemme de sécurité. Le dilemme de sécurité, c'est quand vous vous sentez menacé. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez menacé? Plutôt que d'essayer d'aller discuter avec votre voisin pour voir si vous ne pouvez pas trouver un accommodement. Quand vous vous sentez menacé, vous achetez une mitrailleuse, des chars, un fusil, peu importe. Donc vous investissez, vous dépensez plutôt des ressources pour assumer votre sécurité. Et celui qui est face à vous, il se sent lui-même menacé par le fait que vous avez acheté une mitrailleuse, un tank ou autre chose, et il fait la même chose, mais éventuellement il n'achète pas une mitrailleuse, mais il en achète deux pour être tout à fait sûr qu'il a un peu de marge par rapport à vous. Et donc, en fait, ce dilemme de la sécurité est à l'origine des courses aux armements, a eu un impact aussi en Europe, dans l'après-guerre froide, a eu un impact sur les discussions en matière de désarmement, de contrôle des armements. Donc il y a toute une série d'accords de contrôle des armements, peut-être que Yannick en parlera plus tard, qui ont périclité ces dernières années. Je pense qu'on peut mettre ça notamment, pas que bien entendu, mais notamment sur le compte de l'élargissement de l'OTAN. Autrement dit, l'OTAN, quelque part, a joué un petit peu le pompier pyromane ces dernières années. Alors je pense bien que un certain nombre de personnes qui travaillent pour l'OTAN sont des personnes qui pensaient probablement bien faire. Certaines personnes qui travaillent dans l'OTAN, ou qui sont proches de l'OTAN, considèrent que l'OTAN est bienveillante, que le but c'est pas d'aller faire la guerre à la Russie,
mais de par son poids, de par sa puissance, de par sa nature, de la part du principe qu'elle charrie, c'est-à-dire de ce principe de défense de sécurité, eh bien, l'OTAN, quand elle s'élargit, elle a un impact et elle a contribué à créer un clivage au niveau européen. Alors, j'en viens rapidement maintenant à la question de l'Europe, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème très très important avec l'évolution de l'Europe et de l'attitude de l'Europe sur ces questions de défense et de sécurité. En 2007, rappelez-vous, aux États-Unis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il a dit « Moi, je pense que les États-Unis dépensent trop d'argent pour la sécurité et pour la sécurité des Européens. Donc, les Européens, moi je vous mets en garde, on va se retirer de l'Europe. » Mais quand il a dit ça, quel était son message en fait? Son message était d'une certaine manière le suivant. Il était « Nous les États-Unis, nous avons contribué à travers l'élargissement de l'OTAN à cliver le continent européen. Maintenant, vous êtes, vous les Européens, face à une Russie qui s'est sentie en insécurité du fait du dilemme de sécurité, une Russie qui a développé son potentiel militaire, et maintenant, nous les États-Unis, après avoir contribué à ce processus d'élargissement de l'OTAN, on vous dit, on va se retirer, et on va vous laisser tout seul face à la Russie. Et donc, dans ce fil-là, qu'est-ce qu'on a vu? On l'a vu, l'Union européenne, ces derniers temps, prendre des discours de plus en plus radicaux, de plus en plus martiaux, des discours, en fait, qui consistent à dire, il faut qu'on achète des armes, il faut qu'on se mette ensemble pour développer nos armées, il faut augmenter nos budgets de défense et de sécurité. Je pense que Yannick y reviendra peut-être aussi ultérieurement. Mais je pense que d'une certaine manière, en tout cas, l'Union européenne est piégée ou s'est laissée piéger par la dynamique de l'OTAN et les réactions des États-Unis. Voilà, je ne fais pas du tout le tour de la question parce qu'il y a encore, bien entendu, beaucoup de choses qui auraient à dire tout autour de ça. Et je passe directement à la question, de nouveau, désolé, assez rapidement, du nationalisme russe. Donc, vous avez peut-être constaté aussi que dans les médias, il y a pas mal de commentateurs, d'experts, qui disent que la Russie, en fait, voudrait réactiver sa puissance, qu'elle voudrait à nouveau devenir une grande puissance, qu'elle voudrait peut-être même reconstituer l'Union soviétique, ou qu'elle voudrait redevenir un peu ce qu'elle avait été au XIXe siècle quand il y avait un empire russe, avant la guerre 14-18. Moi, je pense qu'il faut quand même être très très prudent par rapport à ce type de discours des commentateurs. Clairement, il y a un discours nationaliste de la part de la Russie, il y a un discours qui est non seulement militariste, pardon, non seulement nationaliste, mais aussi militariste. Mais ce discours, il est aussi apparu dans un contexte particulier. Et ce contexte, c'est le contexte d'un véritable délitement de la Russie pendant les années 1990. Le fait que la Russie s'est appauvrie, s'est affaiblie, ça a eu un impact très important sur les populations. Et je pense, alors je sors un peu de ma zone de confort parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste de la Russie, ce qui m'intéresse plus, ce sur quoi je travaille plus, c'est l'OTAN, etc., les questions des armements. Mais je pense qu'en Russie, il y a quand même, après avoir lu donc un certain nombre de textes à ce propos-là, il y avait un sentiment que l'Union soviétique avait disparu et la Russie était devenue une espèce de structure transitoire. Et qu'il allait encore y avoir d'autres formes de démantèlement par après, que ça allait continuer à péricliter. Lorsque Poutine arrive au pouvoir au début des années 2000 et qu'il gagne en pouvoir, que par ailleurs son régime profite de l'augmentation des prix de pétrole, il développe un discours de type nationaliste, mais la première chose que fait ce discours, selon moi, c'est qu'il consiste à dire aux populations russes, vous êtes dans un État qui est là pour rester, il ne va pas disparaître. Et donc c'est une forme de nationalisme qui s'explique en partie par le contexte. Ce qui est problématique par ailleurs, c'est que ce discours nationaliste s'appuie sur, et c'est problématique essentiellement entre guillemets pour les Occidentaux, s'appuie sur quoi? Sur des éléments issus de l'histoire du communisme, de l'histoire du stalinisme, de l'histoire de l'impérialisme. Mais ce serait difficile de faire autrement de la part de Poutine. La période des années 1990, que nous considérons, nous, Européens de l'Ouest, comme excellente, parce que c'est la période de Gorbatchev qui met fin à la guerre froide, nous on trouve ça formidable, mais pour les Russes c'est vraiment une période dramatique où l'économie s'affaiblit, où les gens rentrent en chômage, où la longévité des gens diminue, etc. Donc finalement, le discours nationalisme, par défaut, s'est construit sur des exemples plus anciens, qui sont des discours qu'on trouve inquiétants, sur donc, la puissance russe qui était celle à l'époque du communisme, du stalinisme, de l'impérialisme, etc. Ce qui me semble aussi problématique, c'est que la Russie n'est pas le seul État à tenir un discours de type nationaliste basé sur l'histoire, et la Russie tient aussi un discours de type nationaliste qui se projette, ou qui projette une image de soi en tant que victime. Elle n'est pas le seul à tenir ce type de discours-là. D'autres États est-européens tiennent le même type de propos. Certains États européens se disent victimes de la Russie ou anciennement victimes de l'Union soviétique. Et ces discours-là ne sont pas totalement détachés de la réalité, ce n'est pas uniquement des fantasmes. Il y a eu des conflits entre ces différents États. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, je ne vais pas refaire, je n'ai pas le temps, mais même je ne me suis pas préparé à vous raconter l'histoire des guerres du 19e et du début du 20e siècle dans cette région-là. Simplement, je pense, c'est que quand l'OTAN s'élargit
et intervient dans un contexte où il y a des rancœurs historiques de part et d'autre, c'est de nature à avoir quand même, à causer des problèmes, à mettre de l'huile sur le feu. Je pense que si au contraire l'OSCE avait pris plus de place, eh bien il aurait été probablement plus facile de discuter de ces histoires anciennes, de cette mémoire collective, de voir s'il n'y avait pas des éléments à partager, et de faire ce que par ailleurs, jusqu'à un certain point, on a fait au sein de l'Union européenne, en essayant de rapprocher les mémoires collectives traumatisées des deux guerres mondiales, entre la France, l'Allemagne, etc. Est-ce qu'il me reste encore quelques minutes ou bien c'est... Il te reste encore 3 minutes. D'accord, ok, je vais faire avec, merci. Alors le dernier point que je voulais évoquer, donc, c'est la question de l'étranger proche. On désigne par étranger proche, ou near abroad en anglais, toute une série de régions où la Russie intervient encore régulièrement. Ça concerne, enfin la Russie intervient moins pour le moment dans ces régions-là, mais ça a concerné dans les années 1990 les Pays-Baltes, ça a concerné la Géorgie, en particulier avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, donc deux régions qui sont intégrées dans la Géorgie. Ça concerne le Nagorno-Karabakh, avec un conflit en arrière-plan entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça concerne également la Transnistrie, une région de la Moldavie. Ça concerne enfin le Donbass et la Crimée en Ukraine. En fait, ce qui, pour moi, est problématique, c'est qu'à l'intérieur de ces différentes régions, donc à l'intérieur de la Géorgie, à l'intérieur de la Moldavie, on a des minorités qui sont des minorités qui vivent des relations difficiles avec l'État issu du démantèlement de l'Union soviétique. Et la Russie s'est posée en protectrice de ces minorités-là. Elle s'est posée en protectrice, parfois, avec la bénédiction de ces minorités-là. Et donc, en fait, qu'est-ce que font les États qui doivent gérer ces minorités et qui, en même temps, sentent que ces minorités cherchent à obtenir la protection de la Russie? Ces États, tels que la Géorgie et l'Ukraine, font ce qu'on sait actuellement, ce qu'on constate actuellement. Ces États cherchent à obtenir en contrepartie le soutien de l'OTAN. Ce qui fait qu'en fait, à travers ce problème de gestion de minorités, on crée une situation explosive. La Russie, par ailleurs, a beau jeu de dire aux États, entre guillemets, occidentaux, en fait, ce que je fais quand je cherche à protéger des minorités, vous l'avez fait en 1999 vis-à-vis des albanophones au Kosovo, sans résolution du Conseil de l'ONU, vous êtes intervenus pour protéger une minorité, alors que nous, les Russes, eh bien, on était plutôt proches des Serbes. Donc, autrement dit, quand on parle d'élargissement de l'OTAN, on risque aussi de créer de l'instabilité dans ces régions, de déstabiliser les rapports entre ces minorités, ces États, les relations entre la Russie. Et là aussi, je pense que la conclusion qui devrait s'imposer en termes de construction d'une architecture de sécurité, c'est que l'organisation qui, a priori, serait la plus adéquate pour désescalader et pour stabiliser ces situations dans ces régions-là, c'est pas l'OTAN, bien entendu, c'est l'OSCE une fois de plus. Alors, j'arrive à mes conclusions. Je pense que le régime russe a une responsabilité évidente dans la guerre qui est en cours, mais je ne suis pas convaincu que l'escalade à tout craint, si vous avez lu les propos de certains hommes politiques, décideurs politiques européens, combattre jusqu'au bout, je ne suis pas du tout que ce soit le moyen de résoudre la crise. Je pense que les Européens et les États-Unis ont contribué à créer les conditions de ce conflit, et je pense aussi que l'élargissement de l'OTAN a donné au nationalisme russe des arguments pour se renforcer. L'OTAN pense qu'elle est une organisation bienveillante, mais je ne sais pas du tout la perception que les Russes ont de cette organisation. Plus encore, si les Européens, je pense, veulent contribuer à véritablement pacifier leur continent, eh bien, ce n'est pas par l'OTAN que cette pacification devrait passer, selon moi. Merci. Et tu as bien respecté les 3 minutes qu'il te restait. Alors, je vais maintenant passer la parole à Kathleen sur la question quelles sont les rivalités et les tensions internationales de la guerre en Ukraine. Voilà, tu as 8 minutes, Kathleen. Ja, gezien de 8 minuten en gezien het korte tijdsbestek dat ons is toegemeten, zou ik mijn interventie eigenlijk willen concentreren rond één begrip, rond één concept en mijn inzichten rond dat ene concept wil ik met u delen. Het gaat om de term onderwerping. Submission. Soumission in het Frans. Dat is een term die de Zweedse premier Magdalena Andersson gebruikte onlangs, midden mei,
om uit te leggen waarom Zweden, eigenlijk na 200 jaar zich neutraal te hebben opgesteld, die internationale neutrale status, zoals u weet, verlaat om lid te worden van de NAVO. Namelijk, dat was haar uitleg, omdat met de invasie van Oekraïne het Kremlin zeer duidelijk heeft gemaakt dat het niet terugdeinst voor barbaars geweld, dat het gebruikt heeft inderdaad in Oekraïne om zijn politieke doeleinden te bereiken. En die politieke doeleinden die zijn zeer duidelijk. Rusland wil zijn grootmachtstatus opnieuw consolideren. En dus Magdalena Andersson benadrukte dat het gevaar groot was, en dat was de reden om aan te sluiten bij de NAVO, dat Rusland met die grootmachtsambitie vreedzame, democratische landen als Zweden onder onaanvaardbare eisen zou, en daar hebt u het woord, onderwerpen. Soumission. En ik ga daar volledig mee akkoord met een dergelijke visie, dat dit het risico is. Dat inderdaad het zeker waar is dat Rusland met zijn agressieve oorlog in Oekraïne en het treffen van de burgerbevolking een signaal heeft uitgezonden als veroveraar. Als veroveraar, u zou kunnen zeggen, als verzamelaar als het ware van Russische grond. En dat Rusland daar duidelijk meedogenloos te werk is gegaan op een manier waarop wij in het Westen en zeker in Europa dachten dat dit niet meer mogelijk was. De houding van Rusland in die oorlog is eerder te vergelijken met de veroveringstochten ten tijde van het Mongoolse Rijk of het Osmaanse Rijk in der tijd. Dus wij moeten die meedogenloze houding van Rusland zeker veroordelen, afwijzen, ten eerste afkeuren. En wij moeten solidair zijn inderdaad met de Oekraïnse burgerbevolking. Maar of deze situatie natuurlijk moet leiden tot bewapening, tot versterking van de militaire allianties, zoals de NAVO, maar pas op, er is langs de andere kant in Eurazië ook de fameuze CSTO, eigenlijk het spiegelbeeld van de NAVO. Dat is georganiseerd met duidelijk Rusland als motor op het grondgebied van de vroegere Sovjet-Unie met een aantal ex-Unie-republieken van de Sovjet-Unie. Dus of dat nodig is van dan die oorlogs- en militaire retoriek op te drijven, zoals nu duidelijk gebeurt en door de media wordt meegenomen, of er geen ruimte wordt gegeven aan overleg en diplomatiek overleg, zoals dat inderdaad in het kader van de OVSE zou kunnen gebeuren. Dat is absoluut niet de logica zelf. Maar wij moeten ons volgens mij op een andere manier dan met wapens, dat moet zeer duidelijk zijn, maar wij moeten ons wel degelijk, dat is mijn inzicht, wapenen tegen het risico van onderwerping, dat volgens mij wel degelijk bestaat.
Ik denk dat Europa, ons Europa, dat wij opgebouwd hebben na de Tweede Wereldoorlog, en dat tenslotte, misschien soms met de mond, maar in elk geval die waarden van democratie, mensenrechten, maar ook van veiligheid, heeft naar voren gebracht. Ik spreek over veiligheid, ik spreek niet over defensie, want daar ga ik volledig mee met collega Wasinski, dat inderdaad die OVSE de plek waren geweest om over de oorlog in Oekraïne dus aan tafel te gaan zitten en daar dus een diplomatieke oplossing te zoeken. Maar wij moeten eigenlijk het risico van onderwerping gaan proberen af te schuiven door technieken van geweldloze conflictoplossing en diplomatieke onderhandeling. Omdat dit de enige weg is natuurlijk voor duurzame vrede. Dat moet zeer duidelijk zijn en iedereen in de zaal weet dat dit het geval is. Maar dat is dus, ja, niet zo voor de hand liggend. Hoe zal die geweldloze conflictoplossing dan moeten werken? Zeker is vereist dat de schuldige partij, Rusland is hier zeker de schuldige partij, daar moeten we niet aan twijfelen, dat de schuldige partij mee aan tafel wordt gezet. Dat is een absolute noodzaak. In het besef dat men te doen heeft met een Rusland dat volgens mij, en ik heb tenslotte decennia over Russische politiek, binnen- en buitenlandse politiek gedoseerd en onderzoek gedaan, dat we te doen hebben met een veroveraar van formaat. Een veroveraar van formaat die volgens mij dus politiek bijzonder robuust en sterk is. En hier verschil ik van mening met mijn collega. Ik denk niet dat het zo is dat Rusland zwak is en dat dus Rusland niet in staat zou zijn om eigenlijk zeer krachtig uit te halen. De berichten vanuit inderdaad de Britse en Amerikaanse geheime diensten dat Rusland het niet zou kunnen halen in Oekraïne, dat er Pirus-overwinningen zijn, onder meer in Kiev enzovoort, is volgens mij niet correct in die zin dat deze als argument worden gebruikt om Oekraïne nog meer te bewapenen en om te bepleiten dat de overwinning van Oekraïne nabij zou zijn. Dus het Westen en vooral Europa, dat in deze toch veel meer pregnante belangen heeft dan wel Amerika, die moeten eigenlijk erkennen dat inderdaad er een duidelijke nieuwe militaire opdeling komt in Europa, met enerzijds de NAVO, maar langs de andere kant die CSTO. Maar dat Rusland dus bezig is aan een veel ruimere veroveringstocht. En Turkije en India bijvoorbeeld, en China ongetwijfeld, zijn daar stille vennoten bij die beweging van Rusland. Dat Rusland volgens mij volledig de touwtjes in handen heeft. Ook op het gebied van internationale prijszetting. Op het gebied van voedselbevoorrading. Op het gebied van dus het hele construeren van de spiegelorganisaties op het Eurasiatisch territorium, die ver gevorderd is volgens mij. Wel, in dat geval moeten wij opkomen voor ons Europa, van die waarden, voor onze mensenrechten, voor onze democratie. Want wat ik zie, en dan vooral als Ruslandkundige, is dat wij riskeren van
als we niet oppassen, onder de knoet van Rusland te komen. Onder de knoet van Rusland. En dat betekent dat wij, als we niet oppassen, westelijk Eurazië zouden kunnen worden. Westelijk Eurazië, dat eigenlijk aan de voorwaarden van Rusland wordt onderworpen. En dat zou pas soumission zijn. Alors, je vais laisser maintenant la parole à... je reviens sur ma question. Yannick, alors on revient sur toi sur l'augmentation des dépenses militaires et de l'armement. Est-ce que tu peux nous étayer? Tu as 8 minutes. Oui, 8 minutes, merci pour l'invitation. Déjà, merci pour le mandat de Christophe de me faire parler d'un paquet de choses que je n'avais pas vraiment envie de parler. Mais je vais quand même essayer de le faire très rapidement, j'en ai prévu beaucoup trop, donc je vais essayer de faire ça un petit peu au pas de charge. Vous avez une présentation derrière vous qui va aller assez rapidement. En fait, j'avais 4 objectifs en venant ici, vous parler effectivement des dépenses militaires, de moteur de ces dépenses militaires, revenir un peu sur l'idée de l'Europe endormie qui soudainement s'est réveillée face aux affres du monde, c'est une ineptie totale, et du discours assez dangereux à l'heure actuelle quand on vous présente les investissements en défense ou les dépenses militaires, comme Christophe l'a rappelé, comme étant finalement qu'une simple logique de réarmement, ce qui supposerait qu'il y a eu un moment un désarmement, ou, comme l'a dit Thierry Breton ce matin, en fait, la fin d'un désarmement silencieux. Il y a vraiment beaucoup à redire là-dessus, et il y a une question aussi, une interrogation que j'ai sur la finalité des moyens militaires qui sont mis de l'avant aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout un bilan qui n'a pas été dressé du marasme que toutes les opérations militaires ont créé partout dans le monde depuis le début de ce siècle. Il n'y a pas une seule opération militaire qui a permis d'obtenir des résultats politiques probants, et à un moment, il faudrait peut-être pouvoir tirer ce constat-là. Et en conclusion, il y a un petit pessimisme, mais pas que, parce que si on vient dans cette salle-là à discuter avec ces gens-là, c'est parce qu'il y a des réflexions et des idées à avoir sur les alternatives à proposer à ceux qui ont aujourd'hui une emprise quasi totale sur le pouvoir politique et sur le pouvoir médiatique. En fait, ce sont les militaristes. Si on regarde les dépenses militaires, ça c'est les chiffres du CIPRI qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, sur les dépenses, donc on est dans le rétroviseur, sur ce qui s'est passé en 2021, c'est au niveau mondial, pour la première fois, on est au-delà des 2000 milliards de dollars de dépenses militaires. Je suis en dollars constants, donc vous avez toutes les comparaisons qui sont valides au niveau de l'inflation. On est au-delà des seuils de guerre froide, de beaucoup, et sur ces 2000 milliards, vous avez à peu près 1100 milliards, 1100 milliards qui sont en fait le seul fait des États-Unis et de la Chine mis ensemble. Vous avez un peu plus de 800 milliards pour les États-Unis, 293 milliards selon le CIPRI pour la Chine, un estimé, parce que pour la Chine on a du mal à avoir des données fiables. Donc en 2 pays, vous avez plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. Et le reste, derrière, vous avez des effets de palier considérables, puisque le troisième, je crois que c'est l'Inde, si je ne me trompe pas, avec 75 milliards. Ensuite, on a trouvé le Royaume-Uni, 68, et puis la Russie, 65. Dans cet ordre d'idée-là, de mémoire, je ne sais plus exactement, et on va tomber sur France autour de 58 milliards, et ainsi de suite derrière. Donc les effets de palier sont très très importants dans cette tendance-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme moteur des dépenses militaires, vous avez d'abord les conflits. Qui mène les conflits au XXIe siècle? Eh bien, les Américains, leurs alliés, en premier lieu les Européens. Vous avez aussi la lecture du contexte international, donc les tensions, une vision très conflictuelle du présent et du futur. Ce qu'on vous vend pour le futur, c'est une compétition entre les États-Unis et son prochain compétiteur proche, la Chine, et des tensions dans un monde multipolaire. Il faudra bien expliquer quels sont ces multipôles. Ils ont l'air tellement nombreux qu'on s'y perd. J'ai du mal à identifier beaucoup pour ma part. Mais on vous vend une compétition entre grandes puissances pour une redéfinition des modalités d'exercice en fait, et de partage de la richesse au niveau international. Et une des solutions préconisées pour faire face à ces tensions, c'est de recourir aux armements. Il y a une logique qui est assez récurrente, en fait, ce sont les processus de modernisation des armements. Ça c'est logique, vous avez une génération, vous allez apprendre la technique, vous passez d'une génération à une autre, la nouvelle génération coûte beaucoup plus cher que celle d'avant. Et il y a un effet d'entraînement sur les dépenses militaires. Il y a un facteur là-dessus qui est vraiment déterminant, c'est en fait la dissuasion nucléaire. Les systèmes liés à la dissuasion nucléaire coûtent les yeux de la tête, ce sont des dépenses qui sont très engageantes, au minimum pour 25 ans, parfois pour beaucoup plus longtemps.
Une nouvelle génération de sous-marins lanceurs d'engins, ça coûte les yeux de la tête, c'est parmi les plateformes les plus chères à développer au monde. Une nouvelle bombe nucléaire, un nouveau missile nucléaire, un nouveau missile intercontinental, ça coûte aussi les yeux de la tête. Et vous avez les plateformes majeures, je parle d'avions de combat multirôles, notamment du F-35, et d'autres qui sont sur les planches à dessin ou qui doivent faire leur entrée dans les arsenaux de l'OTAN, mais aussi de pays ennemis très très bientôt. Donc des avions de 5e ennemi ou 6e génération. Les chars de combat aussi qui coûtent cher, mais le terrestre, toute proportion gardée, à un ticket d'entrée, si on veut, nettement moins élevé que les autres systèmes. Vous avez aussi l'émergence de nouvelles sphères technologiques qui étendent les logiques militaires, on parle du cyber, du spatial, et aussi, vous l'avez compris, avec l'insistance qu'on a sur le concept de guerre hybride, qui est en fait une vieille reprise que tout est guerre, incluant la propagande, incluant le contrôle des consciences, le contrôle de l'information et de la bonne information que doivent recevoir les citoyens. Donc il s'agit de contrôler le sens que vous et moi devons avoir d'un conflit. Ça se voit aujourd'hui dans les médias. Et un facteur qui est largement, généralement je ne le mettais pas, mais c'est l'idéologie en fait. C'est une idéologie militariste, c'est la croyance selon laquelle les objectifs politiques sont mieux servis par l'appareil militaire que par toute autre alternative. C'est extrêmement fort et c'est un moteur essentiel des dépenses militaires et on l'écarte tout le temps au prétexte que dire non, ce sont des choix rationnels qui mènent à ces décisions-là. En fait, pas du tout. Vous avez d'autres phénomènes selon les pays qui participent de la militarisation des appareils politiques. Ça aussi, ça compte, et le CIRI en rend très mal compte, d'ailleurs, c'est une des principales critiques que j'aurais adressées à leur système. Et vous avez aussi l'acceptation par les élites politiques, économiques et médiatiques, et par les populations, de tout discours qui leur est servi. Si vous cherchez des moteurs, comment est-ce qu'on justifie, comment est-ce qu'on arrive à un accroissement systématique des dépenses militaires, il faut aller dans ce sens-là. Et vous avez donc, je reprends sur mon autre discours, ce mythe de l'Europe endormie. C'est quand même incroyable d'entendre ce genre de choses alors que les Européens ont été des guerres d'Irak, de Syrie, de Libye, du Mali, ailleurs au Sahel, d'Afghanistan, qu'ils y sont allés parfois avec enthousiasme. Pas tous, hein, mais même la Suède et la Finlande se sont retrouvés engagés dans la guerre en Afghanistan. Donc à un moment, il faudra peut-être rappeler que non, les Européens ne sont pas naïfs. Ils ont créé des conflits majeurs au Moyen-Orient, en Afrique, ils ont créé des crises des réfugiés, des crises de migrants, ils ont externalisé la gestion des réfugiés et des crises de migrants, ils ont considéré que ces réfugiés étaient des armes hybrides dirigées contre l'Europe, ils ont mis en place des systèmes comme Frontex, qui ont reconduit en haute mer les gens qui cherchaient à fuir les conflits qu'ils avaient créés, auxquels ils participaient et auxquels ils participent encore. Donc vous dire aujourd'hui que l'Europe est une Europe endormie, non, c'est une Europe qui refuse d'accepter de faire face à sa véritable faillite morale sur les 20 premières années et qui refuse aussi de tirer le bilan de toutes les opérations militaires qu'elle a menées auprès des Américains ou elle-même. Toutes ces opérations militaires sont des échecs patents. À un moment, il faudrait en tirer la leçon. Même l'Arabie Saoudite, auquel les Européens vendent des armes parce que quand même c'est un bon client, il ne faudrait pas se fâcher. L'Arabie Saoudite et ses décennies de surarmement sont en échec au Yémen. Il n'y a aucune solution politique à ce conflit-là à l'heure actuelle, et les armes n'ont servi qu'à créer une crise humanitaire exceptionnelle. Et d'un coup, en Europe, tout change, même le rapport aux migrants, même le rapport aux réfugiés. Nous avons affaire à des blancs, chrétiens, et d'un coup, ce ne sont plus des armes hybrides dirigées contre l'Europe. Je n'ai pas entendu cette expression une seule fois en ce qui concerne les réfugiés ukrainiens. Quelques semaines avant, j'ai fait plusieurs interventions dans les médias, je l'entendais partout. Oui, ces réfugiés sont aussi des armes hybrides dirigées contre nous. C'est vraiment des gens qui n'ont honte de rien. Il y a une question sur des moyens militaires sans finalité. Là, je vous ai mis un tableau qui date un tout petit peu. En fait, ce sont les chiffres d'il y a 2 ans, 2021-2020. Et si vous le prenez aujourd'hui, il faudra augmenter les chiffres de tout le monde un tout petit peu. Les proportions seraient fondamentalement sensiblement les mêmes. Là, vous avez les dépenses militaires de la Chine en rouge, de la Russie en jaune, et les dépenses combinées de la seule Union européenne. Donc vous excluez le Royaume-Uni, vous excluez tous les États membres de l'OTAN. Et en fait, c'est quand même incroyable que ce soit développé un discours comme quoi la Chine est le prochain challenger qui menace l'hégémonie internationale, et que les Européens sont une puissance naïve qui n'a rien à dire, qui ne comprend pas en fait à quel point le monde est dangereux, qui est incapable de s'armer ou de prendre conscience de la nécessité de traiter ces choses-là au plus haut niveau. Il y a une question qui est fondamentale sur l'efficacité de la défense dans l'Union européenne. On a beaucoup d'effets de dispersion, on a beaucoup de pertes, et ça veut dire aussi que si on coopérait un petit peu mieux ensemble, entre Européens, on pourrait dépenser beaucoup moins et avoir un système de défense beaucoup plus performant. La vérité, pourquoi on n'y arrive pas, c'est parce que les Européens ne se font pas confiance entre eux, d'un point de vue industriel et d'un point de vue de la gestion et de l'utilisation de cette puissance militaire.
Il y a une tendance de fond qui est en partie légitime sur les dépenses militaires, un saut générationnel, si on veut maintenir un certain nombre d'équipements, si on veut se donner un rôle dans le futur, mais il y a une réflexion qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Je me suis même fait dire sur un plateau télé, le débat on verra plus tard. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de dépenser plus d'argent pour la défense. Donc il n'y a pas de réflexion sur la finalité des armements qui sont achetés aujourd'hui. Il y en a une, oui, si on livre des armes à l'Ukraine, il faut éventuellement penser à les remplacer pour soi-même. Ça, à la limite, on peut, même si on peut le questionner, on peut à la limite comprendre la logique qu'il y a derrière soi. Mais vous dire aujourd'hui que si vous multipliez par 3 ou 4 les flottes d'avions de combat, les flottes de chars de combat et les mitrailleuses qui sont accessibles en Europe, vous changez quoi que ce soit à la situation en Ukraine, non. Tout ce que vous faites renforcer, c'est le sentiment de vulnérabilité, le différentiel de puissance entre les pays votants et la Russie. Et vous ne changez rien à la capacité d'intervention dans le conflit parce que vous n'avez pas permis de passer outre la dissuasion nucléaire et ses effets communs. Et sur la conclusion, en 1 minute, eh bien c'est cette emprise militariste. En fait, il y a une perméabilité qui est aujourd'hui patente des sphères politiques aux thèses et aux discours militaristes. C'est le reflet d'un rapport de force qui s'exerce dans la société. C'est un rapport de force qui nous engage tous parce que, quelque part, on a du mal à se faire entendre et à se faire comprendre. On a un effet de masse des sphères militaristes. À la limite, c'est aujourd'hui un critère de crédibilité dans l'espace médiatique que d'être financé par l'industrie de défense. Essayez de me trouver un seul expert qui intervient sur les plateaux de télé en France qui ne soit pas financé par l'industrie de défense, vous allez avoir du mal. Mais vraiment beaucoup de mal. Et vous avez un mouvement pacifiste aussi qui est parcouru d'interrogations et de courants qui parfois ont du mal à s'ajuster ou à trouver un discours cohérent, véritablement rassembleur. Ça fait partie de cette dimension-là. La raréfaction des expertises indépendantes aussi. Et puis tout ça, vous avez donc cette adoption très rapide en Europe des cassettes du militarisme, les uns après les autres. Et on fait des choix aujourd'hui qui engagent toute une génération, alors que les priorités de cette génération, eux, sont de se dire mais comment est-ce qu'on va faire pour composer avec le réchauffement climatique d'ici 25 ans? Ce sera trop tard, les fonds auraient été engloutis dans des armements qui vous auront préparé un scénario ukrainien qui n'aura plus lieu d'être dans 25 ans. Donc il y a cette dimension entre gun and butter. Vous avez les militaristes, des experts militaristes, des économistes qui vont vous dire il ne faut surtout pas poser l'équation comme ça, investir dans la défense, c'est bon pour l'économie, ça a des impacts en termes de prospérité. C'est largement questionnable. Ça peut avoir des impacts sur la prospérité, des impacts positifs, et c'est sous des conditions extrêmement rarement rencontrées. Et fondamentalement, même là, on manque de données empiriques pour pouvoir en faire la démonstration. Donc voilà, pour l'instant, les seuls gagnants de cette guerre en Ukraine, eh bien, ce sont les marchands d'armes. Il faut vraiment être clair, regardez leur cours en bourse. Comment est-ce qu'ils ont explosé du jour au lendemain et comment est-ce que cette tendance ne se développe pas. Déjà, ils avaient le vent dans les voiles, mais alors là, pour les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années, ils s'annoncent en fait un avenir des plus prospères. Merci. Intervenants, parce qu'il y a quand même des positions qui ne sont pas toutes communes. Donc voilà. Christophe, est-ce que tu veux commencer par réagir à ce qui a été dit? Oui, peut-être de manière très synthétique. Donc, la Russie est un État autoritaire, ça c'est un fait. Il faut être prudent et il faut être critique. Ça c'est tout à fait clair pour moi. Est-ce qu'on doit considérer qu'il n'y a pas du tout de menace russe, qu'il n'y a aucun risque? Non, là aussi il faut être prudent. Il y a un discours, comme je l'ai dit, qui est nationaliste, qui est militariste, il y a une guerre, il y a une agression, donc la prudence est de mise. Est-ce qu'on est sous-armé? Comme Yannick, je pense que non, pas du tout. On n'est pas du tout sous-armé, on est plutôt surarmé, on est bloqué par la dissuasion nucléaire. Sinon, je pense que ça fait longtemps que les chars belges, français, états-uniens seraient sur le territoire de l'Ukraine. Est-ce qu'on doit augmenter les dépenses de défense? Non, certainement pas. Il faut d'abord réfléchir intelligemment à faire avec ce qu'on a. On dépense énormément. Yannick vous a présenté un certain nombre de graphiques, et donc je ne dis pas qu'il ne faudra jamais, etc. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, moi, je pense que quand on regarde le déséquilibre à l'avantage des États de l'OTAN dans les budgets défense, je considère que non, ce n'est pas du tout le moment de commencer à dire qu'il faut passer à 1,5, à 2%, à dépasser les 2%. Je pourrais même aussi ajouter que l'annonce selon laquelle l'Allemagne va passer à 2% de son PIB pour les dépenses de défense et parle même de les dépasser, qu'on pourrait même aussi se poser la question si à terme c'est pas inquiétant.
Enfin, je veux dire, on a quand même une histoire européenne qui est une histoire pleine de guerres, et il y a toujours un risque que les armées, à un moment ou l'autre, elles se retournent contre nous. Donc ça aussi, je pense qu'il faudrait quand même l'avoir à l'esprit. Certains États européens ne sont pas si démocratiques que ça. Certains États de l'OTAN, la Turquie notamment, ne sont pas si démocratiques que ça, et commencent à faire l'apologie du réarmement. Eh bien, je pense qu'à terme, on pourrait aussi avoir un risque. Si jamais, un jour ou l'autre, j'espère pas du tout que ce sera le cas, mais quelqu'un comme Marine Le Pen arrive à la présidence française et qu'elle est à la tête d'une armée surpuissante, je suis pas sûr qu'on verra l'armée française de manière aussi sympathique. Et puis le dernier mot, c'est qu'on a quand même, donc dans l'histoire de la guerre froide, une histoire d'un conflit qui a été géré, souvent très mal géré, en particulier dans les pays du Sud où il y a eu beaucoup de guerres mal nommées comme étant des guerres limitées. Elles n'étaient pas du tout limitées, mais en tout cas, il y a quand même des outils en matière de contrôle des armements, de gestion des armements. Donc les conflits, je pense que ça peut se gérer, les conflits de grande puissance, qu'il faut aussi se pencher là-dessus. Voilà, merci. Merci. Je laisse la place. Kathleen, tu veux réagir? Oui. Ja, er is eigenlijk nog niet echt over gesproken, maar dat is natuurlijk ook een belangrijk element, hè, die fameuze kwalificatie van de oorlog in Oekraïne als een oorlog bij volmacht, hè, een proxy war. Dat is wel degelijk zo, hè, dat is zeer duidelijk. Trouwens, een feit is dat op dit ogenblik de situatie eigenlijk zo is. Dat Rusland vooral het gebied in het oosten van Oekraïne, Donetsk en Lugansk, maar nog de ruimere provincies gaat controleren en dus waarschijnlijk naar de toekomst toe referenda zal organiseren in die gebieden en eventueel deze gebieden ook inpalmen. Nu, dat kon Rusland al doen voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Hè. En is eigenlijk een bewijs van het feit dat die oorlog in Oekraïne een signaal is vooral naar het Westen. En dat de oorlog, zeker ook vanuit de Verenigde Staten, wordt gevoerd en aangehouden en zelfs geëscaleerd omwille van het feit dat dat in het belang is van de Amerikaanse geopolitieke doelstellingen. En daardoor krijgen we natuurlijk een zeer beperkte ruimte, want die is er wel geweest, hè, op een bepaald ogenblik van de oorlog is er een zekere opening geweest voor overleg. Oekraïne leek bereid te zijn om een neutrale status aan te nemen wanneer die gegarandeerd was, enerzijds door het Westen en anderzijds door de OVSE bijvoorbeeld en anderzijds door Rusland. Rusland leek bereid om aan tafel te gaan zitten, maar dat is dus niet doorgegaan. En in die zin is die oorlog bij volmacht eigenlijk uitgebreid en uitgegroeid tot een veel grotere dreiging. Ook voor de veiligheid van Europa, want het is de veiligheid van Europa die hier in het geding is. Hè. En die kanteling naar militarisering, waar de twee andere sprekers ook over gesproken hebben, die is natuurlijk toch wel bijzonder schrijnend. Hè. Een Europa dat eigenlijk zich als vredesproject heeft aangediend. Akkoord, er is daar veel schijnheilige activiteit geweest en nog altijd gebeurt dit. Maar nu is er toch wel duidelijk een kanteling naar een open militarisering van Europa. Iets wat in het zeer nabije verleden nog niet zo openlijk naar buiten werd gebracht. Ik denk aan die cynische term European Peace Facility. De European Peace Facility, die eigenlijk een budget is dat buiten het normale budget wordt gehouden om dus militaire investeringen te doen, omdat de Europese verdragen verbieden van militaire aankopen te doen met dus
de gewone Europese begroting. Dat zijn toch wel cynische toestanden en die kanteling vind ik echt een catastrofale kanteling. Dat gebeurd is en dat heel open, onder andere door Ursula von der Leyen, wordt naar voren gebracht. En tenslotte, die Koude Oorlog, waar collega Wasinski over spreekt, het is inderdaad zo dat we niet meer kunnen spreken over een Koude Oorlog in dergelijke termen, want dat ging wel degelijk om tegengestelde ideologieën. Het is nu misschien juist het probleem dat er geen tegengestelde ideologieën meer zijn, zoals communisme en kapitalisme, maar dat inderdaad die militarisering een ideologie is. Wat toch wel zeer pijnlijk is. Yannick, du coup je te laisse réagir aussi sur la question, voilà, est-ce que... Je vais aller très vite parce que je vais laisser les gens intervenir peut-être s'ils le veulent. Il y a une prétention, il y a un européanocentrisme ou un occidentalocentrisme sur cette guerre-là qui est très dérangeant en fait. Quand on vous parle d'un monde qui condamne la Russie et ses agissements dans cette guerre-là, il faut le prendre avec énormément de pincettes et de distance. Vous avez essentiellement les États membres de l'OTAN, auxquels on va ajouter des pays très proches comme la Suède, la Finlande, la Suisse. Et puis en Asie, vous allez trouver le Japon, l'Australie, Singapour. Et ça va être à peu près tout. Parce qu'en fait, dans la condamnation unanime, oui, les gens condamnent ça assez facilement au nom de la diplomatie, du respect d'une forme de dialogue international. Mais de là à s'engager dans les sanctions qui sont prises par les États-Unis et par les Européens dans ce contexte-là, pas du tout. De là à remettre leur participation, notamment en matière de sécurité avec la Russie, pas du tout. On voit même de nouveaux partenariats de sécurité qui sont faits en Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun. Donc cette prétention à voir que cette Russie est complètement condamnée et isolée au niveau international, c'est une invention pure et simple, en fait, c'est un tel travestissement de la réalité, c'en est très problématique. Et il ne faut pas perdre de vue aussi que les Russes, comme les Chinois, sont embarqués dans un jeu qui va bien au-delà de l'Ukraine, qui vise à une reconfiguration des rapports internationaux et des partenariats entre tout le reste du monde et eux-mêmes. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas perdre de vue cette dimension-là, notamment si la Chine ne laisse pas tomber complètement la Russie dans ce cas-là, c'est parce qu'elle en a besoin dans cette reconfiguration internationale et dans sa crédibilité auprès d'un tas de nouveaux partenaires, que ce soit à travers les routes de la soie ou à travers les mécanismes que la Chine entend créer pour elle-même dans le futur. Merci. Klaas heeft onlangs verklaard dat de Amerikanen weinig geneigd zijn en weinig zullen doen om naar een oplossing van het conflict in Oekraïne te komen. Want we hebben alle belang bij economisch en dus de impact van het militair-industrieel complex, wat reeds door Eisenhower al gewezen is. Ik denk dat wij moeten als Europeanen proberen het kracht in handen te nemen om zelf naar een oplossing te gaan en niet te veel te luisteren naar de Amerikanen. Vous vous souviendrez sans doute de la campagne pour nous imposer un projet de constitution européenne. Il y a 3 pages sur la défense européenne et les 3 pages se terminent par le fait que l'Union européenne reconnaît l'OTAN comme le recours ultime à la défense de l'Europe. Deuxièmement, concernant spécifiquement l'Ukraine, la guerre n'a pas évidemment commencé il y a 3 mois, elle a commencé en 2014 dans une certaine indifférence complice de la part des journaux et des gouvernements occidentaux. L'OSCE a disparu, il paraît que c'est les Russes qui l'ont quitté, mais depuis 2014, il y a eu 14 000 morts au Donbass. Donc c'est une guerre de tranchées bien connue. Et tout ce que Zelensky a fait depuis les accords de Kiev, c'est détruire les accords de Kiev. L'Union européenne se formalise sur le fait qu'on ne respecte pas tout à fait la séparation des pouvoirs en Pologne, en Hongrie, etc. Mais que dire alors de l'Ukraine? Donc le droit des minorités, c'est quoi? C'est le droit du tiers de la population ukrainienne qui est russophone de garder ses caractéristiques et ses structures culturelles. Ça s'est passé doucement. Enfin,
je dois attirer votre attention que les Américains accélèrent un processus de vassalisation de l'Europe qui était déjà assez évident, mais avec une pincée de chantage nucléaire. Le chantage consiste en quoi? C'est très facile, c'est installer des bombes dans des pays qui n'ont rien demandé. Vous connaissez un pays qui possède des bombes sans être vraiment d'accord? Voilà. Et donc maintenant, ça s'accélère. C'était ta question, j'imagine, alors. alors la question, avez-vous entendu parler, excusez-moi de mon anglais, Advanced Nuclear Weapons Alliance Deterrence Center, je traduis grosso modo. Il y a une espèce de club qui s'est créé, auquel participent une quarantaine de pays, sous la houlette du gouvernement américain et du Pentagone, qui consiste à étendre la dissémination nucléaire avec notamment l'implantation de plus en plus intense des nouveaux appareils. Ok, merci, parce qu'on a seulement 5 minutes, et donc s'il y a des personnes qui ont des questions... Voilà, donc la question, est-ce que vous êtes au courant du fait que les Américains vont installer 150 têtes nucléaires en Europe? Est-ce que vous l'avez lu dans les journaux? Est-ce que les spécialistes en ont parlé? Pas encore. Oui, sur le partage des armes nucléaires, il y a une réflexion depuis longtemps aux États-Unis sur comment organiser une participation à une réponse nucléaire. Mais il ne s'agit pas de disséminer davantage d'armes nucléaires sur de nouveaux États, ce serait interdit par le TNP complètement. À l'heure actuelle, il y a 6 États qui participent au sein de l'OTAN au parapluie nucléaire américain. Il ne peut pas y en avoir d'autres, et ces armes-là ne peuvent pas être disséminées chez d'autres États. Ce serait contraire au TNP. C'est toléré par le TNP parce que cette dissémination, cette existence du parapluie nucléaire américain précède la signature du traité de non-prolifération. Donc il y a un peu de vrai dans ce que vous dites, mais il y a une surinterprétation de ce qui est fait par les États-Unis dans ce cadre-là. Par contre, vous posez une question intéressante qui est sur la divergence d'intérêts des Européens et des États-Unis dans le déroulement du conflit et dans la préparation des futures conditions d'un retour à la paix et de la manière dont on peut les mener. J'étais très surpris et un peu choqué, en fait, mais en même temps, ça mérite de la franchise, de voir beaucoup de dignitaires américains nous dire, en fait, que l'Ukraine ou pas l'Ukraine, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'affaiblir durablement la Russie. Et là, en fait, se pose très rapidement la question des agendas très différents. Vous avez aussi certains membres d'État de l'OTAN qui vous disent qu'il ne faut absolument pas chercher une voie de sortie qui permettrait à Vladimir Poutine de sauver la face, et vous en avez d'autres qui continuent à aller dans cette voie-là. Donc cette unité qui a une certaine emprise, des États membres de l'OTAN dans cette question-là, elle a aussi des lignes de fracture qu'il ne faut pas négliger. Et sur les conditions qui ont mené au conflit, oui, il y a énormément de frustrations qui ont participé là-dessus. Je pense qu'on oublie très très vite, on se fait même rapidement très censurer quand on s'exprime dans les médias sur Minsk 1, Minsk 2, la difficulté de faire respecter ces accords-là, et le refus systématique de l'Ukraine de le mettre en place, et le refus aussi des Européens, notamment des Français et des Allemands qui étaient les parrains de ces accords-là, d'exercer des pressions suffisantes pour qu'il y ait un semblant de mise en œuvre des accords qui avaient été conclus à ce moment-là. Voilà, je pense qu'on peut clôturer cette première session. We hebben in het voorbije uur gehoord wat verschillende oorzaken voor deze oorlog zijn en met welke verschillende brillen we naar de oorlog kunnen kijken. Sommige oorzaken liggen in de geschiedenis van de Sovjet-Unie, andere zijn van recentere datum. De ene bril wijst op evoluties binnen Rusland zelf, andere op evoluties in het Westen. Maar de gruwel die we de afgelopen maanden zien, wijst er toch wel op hoe diep het conflict zit, jaren gevoed door propaganda, naast een onmenselijk beleid binnen het Russische leger. Beelden van verwoeste flatgebouwen zijn één ding, maar de beelden van daden die we enkel als sadistisch kunnen bestempelen, zullen niet meer uit ons geheugen verdwijnen. De verhalen over bijvoorbeeld verkrachte Oekraïnse kinderen, maar ook mannen. Die blijven nazinderen. Details laat ik liever achterwege. Dus, zolang er niet gewerkt wordt aan de diepere wortels van het conflict en van het wangedrag, noch aan de trauma's die het onrecht veroorzaakten, zal er van duurzame vrede geen sprake zijn. Wat moet er dan gebeuren om uit deze oorlogssituatie te geraken? De vredesbeweging pleit voor onderhandelingen, maar dan wel onderhandelingen die gebaseerd zijn op een waarachtige dialoog. Een dialoog die tot in de diepte gaat en daarmee alle kaarten op tafel krijgt. We horen vaak zeggen,
wat gaat er nu eigenlijk echt om in het hoofd van Poetin? Wel, dat is nu precies de opdracht van de diplomaten. Om te weten wat er in het hoofd van Poetin en tevens van dat van zijn adviseurs, ministers en andere belanghebbenden omgaat, moeten we een leger inzetten van diplomaten. Niet van soldaten, zoals de 300 Belgische die nu in Roemenië gestationeerd zijn, maar van mensen die tot doel hebben kennis van wat er leeft in de Russische samenleving op te bouwen en ook uit de Oekraïnse samenleving. Welk onrecht leeft er in de harten van de mensen? Waar worstelen de mensen mee? Wat zit er onder de oppervlakte? En dat geldt dus zowel voor de Russische zijde als de Oekraïnse zijde. Met die kennis moet in een volgende stap dan weer gewerkt worden. Gewerkt aan het creëren van vertrouwen. En niet om dat vertrouwen dan te misbruiken, uiteraard. Maar om op die manier de wortels van het conflict bloot te leggen, om te zien waar de frustraties vandaan komen en welk onrecht nog steeds of opnieuw speelt. Tegelijkertijd moeten er mechanismen op gang komen om basisveiligheid mogelijk te maken. Om te werken aan het ombuigen van het onrecht naar rechtvaardigheid en van trauma naar begrip. In het tweede deel van deze conferentie gaan we luisteren naar mensen van op het terrein. De eerste spreker is Jean-Louis Mignot, die, naar ik gelezen heb, op de Belgische ambassade in de Sovjet-Unie gewerkt heeft van 1975 tot 1981 en daarna ook consul-generaal was in Jeruzalem. Hij heeft dus heel wat moeilijke diplomatieke watertjes doorzwommen in landen waar er veel conflict is en mensenrechten zwaar geschonden worden. Graag geef ik hem het woord om te spreken over het belang en de rol van diplomatie. Merci Anne-Marie. Est-ce que l'Ukraine sera libérée par les armes ou les paroles? En tant que diplomate, je dois évidemment dire les paroles. On a assez insisté sur le rôle des paroles, mais elle vient d'insister sur le fait que ce soit une parole vraie. Je vais revenir un instant sur la question de l'OSCE. J'étais à Moscou effectivement de 75 à 81. 75, 1er août, il y a eu la signature de l'acte de Helsinki, à Helsinki, qui concluait 2 années de conférences sur la coopération, non c'était la CSC, donc sécurité et la coopération en Europe. C'était donc au fond la fin de la guerre froide, d'une certaine manière, la guerre froide, qui a commencé un peu après Yalta en 45, donc 45, 75, 30 ans de guerre froide. Mais cette guerre froide a quand même déjà reçu un coup dur, si on peut dire, puisque l'eurocommunisme a commencé en 68. Vous rappelez Prague, enfin rappelez, ça vous connaissez quand même certainement bien, cet eurocommunisme qui a finalement eu des influences dans nos pays, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisqu'en Belgique il y a toujours eu une dispute entre les communistes de Bruxelles et les communistes de Liège, qui suivaient la ligne de Moscou, comme marché à l'époque. Enfin, ça c'est la petite histoire, mais enfin quand même, c'est une réalité qu'on peut confirmer. Alors, ce que nous avons entendu tantôt, c'était vrai, en 8 minutes c'est difficile. Mais j'avais l'impression que c'était deux récits parallèles, d'une certaine manière. Il y avait une espèce de coexistence passive entre 2 approches qui nécessitent évidemment du temps. La diplomatie, c'est aussi du temps, comme tout le reste d'ailleurs aussi. Et donc, quelque part, on avait l'impression qu'il y avait une forme de schizophrénie entre ces 2 approches. Pour pouvoir justement essayer de donner une place à la parole dont je parlais, donc à la diplomatie, il faut créer des conditions, et ça c'est mon expérience à Jérusalem, dont je parle maintenant, mais je reviendrai à Moscou, rassurez-vous, c'est-à-dire que nous avons réuni, en nous inspirant de ce que Simone Susskind avait fait à l'époque, qui avait réuni des femmes palestiniennes et israéliennes pour, sans agenda, dites ce que vous avez sur le cœur, et à la suite de ce qu'elle a fait, j'ai repris ça avec mon collègue français. Pendant 4 ans, nous avons réuni des écrivains palestiniens et israéliens, donc des faiseurs d'opinion, sans agenda. Speak out your mind. Et au fond, il y a une série de choses importantes qui ont été dites. Des écrivains israéliens insistent sur l'importance que les Palestiniens reconnaissent le génocide des Juifs. Ça, c'était
C'est banal pour nous, peut-être, mais pour eux, c'était pas évident. Donc c'était dit plusieurs fois, et donc c'était dit. Du côté palestinien, il disait, mais vous devez aussi, vous, juifs, en Israël, comprendre l'importance de l'attachement à la terre du côté palestinien. Donc c'est un exemple. Alors maintenant, une fois qu'on arrive à cette... je reviens à l'OSCE. L'OSCE, c'était quoi? C'était 3 paniers. Le premier, c'était au fond Yalta confirmé. C'est-à-dire, ce qui est à vous, et ce qui est à nous, est à nous. Évidemment que c'était du bénéfice pour l'URSS. Ils gardaient en quelque sorte les acquis de Yalta, pour l'appeler ainsi. Et donc, fatalement, à un moment donné, ça ne marchait plus. À quel moment? Au moment de la perestroïka. Le deuxième panier, c'était business. Business as usual, business, more business, ça, il y a toujours la place pour le business. Mais par contre, ce qui a donné la dynamique à l'OSCE, aux suites de la conférence de la signature de Helsinki, c'est la fameuse 3e panier. 3e panier, c'est nous sommes quand même européens, il y avait aussi le Canada et les États-Unis qui faisaient partie parmi les 35 signataires, donc nous devons essayer de trouver un langage commun, donc des valeurs communes. Donc les éléments culturels, l'échange des journaux. Et moi, en tant qu'attaché à l'ambassade de Belgique, je devais aller voir si on pouvait trouver le drapeau rouge à Moscou, mais pas seulement le drapeau rouge, aussi un peu le soir et la Libre et le Standard, évidemment aussi de temps à autre. Donc ça, c'était des choses qu'on a fait. Et alors aussi l'élément de droits humains, droits de l'homme à l'époque. Et alors, il faut savoir, mais ça on l'a su que bien plus tard, que juste à la veille de la signature de cet accord, M. Kissinger, à l'ambassadeur soviétique à Washington, M. Dobrynin, a été lui dire, vous savez, cette 3e corbeille, don't worry, il ne faut pas en faire trop. Et par conséquent, on a constaté qu'effectivement, très rapidement, des gens qui ont pris au sérieux cette 3e corbeille des échanges culturels et le respect des droits de l'homme, ces gens ont été emmerdés, et c'est parce que c'est un mot diplomatique, ils ont été arrêtés, condamnés, envoyés dans le goulag, j'en ai connu personnellement plusieurs, hein, et le président du groupe Helsinki, parce qu'une série de groupes se sont mis en place, dont le but était simplement de demander au gouvernement, tiens, vous avez signé ça, s'il vous plaît, respectez vos engagements. Donc des gens qui ont demandé des comptes. Ça c'est une nouveauté, quand même, je dirais, qui est en quelque sorte mise en place déjà l'esprit de Prague 68, de l'eurocommunisme. Donc ces groupes se sont mis à travailler, ont été réprimés, et puis finalement, et j'ai eu l'occasion un jour de poser, c'était donc André Sakharov qui était le président, Sakharov était évidemment pris au sérieux par le pouvoir soviétique puisqu'il était co-auteur, co-père de la bombe thermonucléaire. Donc Khrouchtchev, grâce à ça, pouvait parler à son alter ego américain de manière égale. Mais alors, il s'est occupé d'autre chose, Sakharov, et là, il a dit non, this is none of your business. Mais lui a pris ça au sérieux. Et donc, il était là, il participait aux activités pour défendre les acquis de cette conférence. Et puis, il y a eu tout un échange. Et puis, finalement, les gens qui se sont mouillés, en quelque sorte, c'est un peu le début, hein, il y a dans la revue cette semaine-ci, l'image, c'est la Russie qui dit non. Alors, dans quelle mesure est-ce que la Russie, aujourd'hui, ose dire non à Poutine? Du temps de Sakharov, elle disait non, et ils l'ont payé cher, ils ont payé, c'était 7 ans le prix, aujourd'hui c'est 15 ans. Je ne pense pas qu'il y ait eu de procès, effectivement, pour des gens qui ont dit non à la guerre, mais quand même. Et alors, finalement, Sakharov était une personnalité forte. J'ai posé la question lors d'une conférence à laquelle le professeur Malfit a dû assister, c'était à Louvain, à Gorbatchev. Est-ce que M. Sakharov a joué un rôle dans votre perestroïka? Oui, bien entendu. Et lorsque Sakharov a été enterré, les gens ont dit, ça, lui, c'était le vrai père de la perestroïka. Et donc, Gorbatchev était prêt à reconnaître ça. Et donc, la perestroïka qui a amené la suite, c'est-à-dire la fin de l'URSS, hein, Gorbatchev était contre, mais c'est Helsinki qui finalement a, comme vous savez, décomposé l'URSS. Et donc, finalement, toute la suite, hein, l'Ukraine et tout le problème de l'Ukraine, quelque part aussi, est une suite de la perestroïka. Et donc, il y a les droits des peuples, tous les grands principes qui se trouvaient aussi dans les Nations Unies,
dans les textes des Nations Unies, c'est de dire le droit à l'autonomie, le droit d'autonomie, de choisir son régime, de choisir la volonté exprimée là. Donc tout ça, l'OSCE a joué un rôle. On a dit effectivement, si l'OSCE, c'était Christophe qui disait, si l'OSCE avait pris la place, il y aurait eu des éléments à partager. Mais il y avait la fin de Yalta, fatalement, la fin de la perestroïka, c'est la fin de Yalta. Et donc il ne restait plus que l'économie et les droits de l'homme. Donc il y a une maturité politique qui a été bien visible à la perestroïka, dont Gorbatchev s'est rendu compte, il a dit maintenant je peux y aller. En même temps, il y avait évidemment le Star Wars de Reagan, et à ce moment-là, il dit je passe un tour, et du coup, le mur a tout tombé. Donc, au fond, tout ça, c'est le point de départ. Et donc, la diplomatie, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour l'Ukraine? Elle doit pouvoir réunir, et je crois que même techniquement, c'est même possible, même chez nous en Belgique, de demander à des réfugiés ukrainiens, ukrainiennes, dans quelque sorte, faire une liste des stéréotypes qui travaillent notre imaginaire, qui nous influencent. Le fait qu'aujourd'hui on puisse avoir un échange aussi profond et en même temps aussi éloigné d'une certaine manière, est quand même une indication que la démocratie, ça fonctionne bien. Et donc, avoir des Ukrainiens, Ukrainiennes qui pourraient nous faire comprendre ce qui se passe dans leur tête, parce que malgré tout, la politique européenne, politique extérieure de l'Union européenne vers les pays de l'Est, c'est une chose, mais il y a la politique entre les pays de l'Est qui ont un passé, et l'Union européenne a une grande qualité, c'est qu'elle peut intégrer les récits de ces pays-là. J'étais ambassadeur en Slovénie aussi, et bien là, les récits de la Slovénie sont maintenant dans le récit européen. Et donc ça c'est une chose. Et j'espère qu'un jour, le récit de l'Ukraine fera aussi partie des récits intégrés et pour ça, donc je parlais de mon premier projet concret, des Ukrainiens et Ukrainiennes, et en face, des gens qui pourraient représenter ce qui se passe dans la tête des Russes aujourd'hui. Il y a moyen d'en trouver en Belgique, je pense notamment à certains Russes blancs que je connais bien, dans le bon sens qui sont des amis, mais qui au fond maintenant, malgré tout, considèrent que la Russie, tout ce qu'on a dit, les images éternelles, la superpuissance, que c'est un grand pays, qu'il faut un pouvoir fort, sinon tout va se déliter. Donc c'est un petit projet concret et que je voudrais partager aussi avec vous, parce que là, la diplomatie donnera la place. Et une fois qu'on aura expliqué, partagé les stéréotypes, on pourra voir, tiens, qu'est-ce qui est en commun. Je prends toujours un livre avec moi ici, Histoire de l'autre. Ce sont 6 enseignants palestiniens et 6 enseignants israéliens qui ont raconté 3 événements importants pour eux. Et comme ça, on sait, lorsqu'on a une rencontre avec un Israélien et un Palestinien, on lit ceci, tiens, voilà ce qu'ils pensent. Il faudrait quelque chose de semblable pour l'Ukraine, entre ce que pense, et alors en espérant qu'effectivement, la Russie qui dit non deviendra quand même un facteur qui jouera un certain rôle, que Poutine malgré tout devra en tenir compte, parce que beaucoup de gens évidemment ne bougent pas, c'est dangereux, mais quand même il sait bien qu'il y a quand même, depuis Helsinki en 75, il y a eu Sakharov, il y en a eu d'autres, il y en a encore aujourd'hui un certain nombre. Merci beaucoup. Dan gaan we over naar de volgende spreker. Anna Kalatova is Oekraïense, geboren in Kiev, studeerde later in Antwerpen, Zurich en Brussel en werkt sinds 2014 in Straatsburg voor de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Zij is daar secretaris van de fractie Verenigd Europees Links. We luisteren graag naar haar inbreng over een andere Europese veiligheidsarchitectuur. De Russische president keek de kat lang uit de boom. Wat kon hij gezien hebben? Sinds Minsk 1 en Minsk 2 Sinds Minsk 1 en Minsk 2 akkoorden geen vluchten afwierpen, bleef de spanning stijgen. In de ogen van Poetin zou het niet lang duren voordat een liberaal-democratische staat, mogelijk lid van de EU, mogelijk onder de militaire bescherming van de NAVO, een alternatief politiek-economisch model zou kunnen bieden aan het Russische volk.
Het zou gaan om een petrostaat met de grootste bekende gasreserves in Europa na Noorwegen. Precies het hele periodieke tabel van Mendeleev en fossiele grondstoffen dat daar te vinden zijn. In de zomer van 2008 stelde de voormalige president van Rusland, Medvedev, voor om een pan-Europees veiligheidspact te introduceren, op basis van de Helsinki-akkoorden, waarover wij al gehoord hebben. Het probleem dat hij aankaartte bestond erin dat de veiligheid op het Europese continent versnipperd was. Als er sprake zou geweest zijn van ondeelbare veiligheid, zouden alle landen op ons continent overal lid van moeten zijn. Zijn voorstel werd besproken in de OVSE, de internationale organisatie met een Euro-Atlantische veiligheidsruimte van Vancouver tot Vladivostok en 57 lidstaten. Maar het beperkte zich enkel tot harde of militaire veiligheid, zonder sociale, economische en ecologische dimensies als ook de mensenrechten te kaderen. De akkoorden van Helsinki, die landen recht op soevereiniteit geven, zijn echter niet bindend en hebben geen verdragsstatus. Een maand later viel Rusland Georgië binnen. 10 jaar later, in 2018 en recent na de herverkiezing in april, zei de Franse president Macron dat de Europese veiligheidsarchitectuur heroverwogen moet worden. De EU moet namelijk minder afhankelijk van de Verenigde Staten worden en moet strategische partnerschappen met de naaste buren rondom veiligheid aangaan. De agresieoorlog door Rusland, een permanent lid van de VN-veiligheidsraad met vetorecht, vormt een enorme uitdaging voor de internationale rechtsorde. Het vermogen van dit orgaan om vrede en veiligheid te handhaven wordt ondermijnd. Het hele multilaterale systeem wordt in vraag gesteld. Maar het is niet de eerste keer dat het internationaal veiligheidssysteem faalt. Het heeft ook gefaald bij de militaire interventies in Afghanistan, in Irak, in Libië, Syrië en meer. Het faalt ook in Jemen, waar nu brutaliteiten in de schaduw van de Oekraïnse oorlog gaande zijn. Kunnen we stellen dat de huidige Europese veiligheidsarchitectuur in handen is van organisaties die vooral lijken te bestaan om de economische en geopolitieke behoeften van het Westen te dienen, met zeer weinig aandacht voor planetaire effecten en de belangen van de rest van de wereld. Is een betere Europese veiligheidsarchitectuur mogelijk? We bekijken even de context waarin deze tot stand gaat moeten komen. Ten eerste zien we dat geopolitieke spanningen sterk verweven zijn met de economische stagnatie, epidemieën en klimaatverandering. Uitdagingen die de landgrenzen overschrijden. Om ons echt veilig te voelen volstaat het niet enkel dat onze landgrenzen beschermd worden. We maken ons steeds meer zorgen over de bioveiligheid, de veiligheid voor onze gezondheid en ons leefmilieu. Ten tweede worden de voedselsystemen van de wereld getest door de klimaatverandering, gevolgen van de COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Ten derde gaat de weg naar onafhankelijkheid van Russische olie en aardgas gepaard met een stijging van energiekosten en een wereldwijde stijging van inflatie. Vele internationale organisaties hebben ingezien dat in een geglobaliseerde wereld landen de veiligheidsuitdagingen niet alleen aankunnen. En ze moeten samenwerken ook met niet-democratische regimes, waarvan Rusland een goed voorbeeld is. Daarom is het belangrijk om kennis te blijven vergaren over de werking van deze internationale instituten. Dit is cruciaal om bestaande veiligheidsmechanismes te verbeteren en om te begrijpen welke eisen we aan onze regeringen moeten stellen, wanneer ze namens ons, de burgers, deelnemen in internationale organisaties. Hoe kan in deze context een andere, betere Europese veiligheidsstructuur eruit zien en welke eisen kunnen we eraan stellen? In een betere veiligheidsarchitectuur hebben imperialisme en neocolonialisme niet langer bestaansrecht, wat de vermomming ook lijkt te zijn waarachter militaire interventies zich verschuilen. De veiligheid van de ene mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de andere. Een Europese veiligheidsarchitectuur moet in een multipolaire wereldorde ingebed zijn,
waar de hiërarchie tussen naties in het voordeel van de militair sterkere verdwijnt. Een eerste stap zou de beëindiging van het permanente lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad kunnen zijn, waar dus Rusland ook een permanente zetel heeft en waar het heel veel voorstellen kan blokkeren. Participatie van vrouwen in alle landen, in alle instituties en op alle overlegniveaus rond vrede en veiligheid is cruciaal om conflicten te voorkomen en op te lossen. Een andere Europese veiligheidsarchitectuur moet gendergelijk en inclusief zijn. We kunnen beginnen met een evaluatie van de EU, die zich als een sterke speler op het wereldtoneel in vrede en veiligheid wil vestigen. Wil de EU bijdragen tot een hernieuwde start van het mondiale multilateralisme, zou het een nieuw model voor duurzame vrede aantrekkelijk kunnen maken door bijvoorbeeld een ingrijpende integratie van mensenrechten, democratie, de rechtsstaat, solidariteit en respect voor sociale rechten en milieurechten. Allianties over de hele wereld kunnen worden gevormd om verschillende bedreigingen aan te pakken in verschillende netwerken van partnerschappen. De wereldwijde race naar controle over de fossiele brandstoffen en toenemende productie van schaliegas met rampzalige effecten op onze planeet zou een goede basis kunnen zijn voor vreedzame samenwerking in plaats van de oorzaak voor confrontatie. Een versnelde groene transitie naar hernieuwbare energiebronnen is ook noodzakelijk om oorlogen op lange termijn te voorkomen. De uitvoering van de European Green Deal moet daarom goed worden gemonitord. Een operationele, afdwingbare internationale rechtsorde op het gebied van klimaat- en milieubescherming is ook dringend nodig. Veel internationale organisaties hebben gebreken en zijn een hervorming toe. De Wereldgezondheidsorganisatie moet bijvoorbeeld onafhankelijk worden van privébelangen, via vrijwillige bijdrage en moet onder parlementair toezicht komen. Zo kun je de gebreken opsommen in alle internationale organisaties. Ten slotte zou het domineren van landen over anderen in een betere veiligheidsarchitectuur kunnen gemeten worden in mate dat ze hun burgers van waardige en goede levensstandaarden kunnen voorzien met respect voor mensenrechten, in plaats van gewoon het bruto binnenlands product te beschouwen. De Index voor Menselijke Ontwikkeling, als ook de democratische vooruitgang van lidstaten binnen de OVSE of de Raad van Europa, kan als inspiratie dienen om nieuwe streefdoelen voor landen te bepalen. Het multilateralisme, waar landen de voornamelijke actoren zijn, moet een bepaald doel dienen. Het belangrijkste doel zou de bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zijn. Daarom zou de democratische veiligheid opgenomen moeten worden in een betere Europese veiligheidsarchitectuur, die bijvoorbeeld de OVSE tot stand zou kunnen brengen. Bedankt voor de uitnodiging. De Victoria, dus u zei de link tussen gendergelijkheid, dat vind ik zeer interessant, maar ik vroeg me concreet af hoe dat kan, hoe het daar juist ervoor kan zorgen. Snapt u? Ja. Oui, il y a une question que je me pose depuis 20 ans au moins et que je voudrais poser ici à l'Assemblée. Serait-il possible d'imaginer un mouvement pacifiste européen suffisamment mobilisateur, actif pour proposer l'idée d'une Europe désarmée? Parce que, bien évidemment, tant qu'on fabriquera des armes, ces armes tueront des gens. Nous savons très bien qu'on ne fabrique pas des armes pour faire la guerre, mais qu'on fait la guerre, qu'on fomente des guerres pour vendre des armes. Alors finalement, pourquoi ne pas avoir le courage de se désarmer pour affronter les réels périls qui menacent l'humanité à l'heure actuelle,
et que la guerre n'encourage pas du tout à affronter, que du contraire. Ik heb een vraag naar de organisatoren en eventueel ook naar de sprekers. Er is hier vanavond gesproken over geopolitieke analyses. Die zijn in het lang en het breed becommentarieerd. Terwijl de analyse niet uitgaat van het bestaan van een Oekraïns volk. En als één ding duidelijk geworden is door de ontwikkelingen in de oorlog, dan is dat de toestand die er nu is, dat de Russische aanval niet het succes heeft dat Poetin ervan beloofd heeft, dat op de eerste plaats en bijna uitsluitend het gevolg is van het verzet van de Oekraïnse bevolking. Een bevolking die nu, en ik vind dat terecht, vraagt de mogelijkheid te hebben van meer wapens te kunnen hebben om haar positie te verdedigen. Ik ga afsluiten met de vraag waarom niet vanuit dat perspectief de zaken bekijken en ten tweede de vredesbeweging eigenlijk oproepen om daarover ernstig na te denken en de positie van de facto steun aan de Russische positie van die te verlaten. Als men de Oekraïnse bevolking niet het recht geeft om zichzelf te verdedigen, dan kan de uitslag van de aanval niet anders zijn dan dat Rusland zijn zin zal thuishouden. Oké. Kan er iemand... Is het toch eerst bij 3 houden, anders gaan we echt op... Ja. We gaan het zeker bij 3 houden, want ik weet niet wie van de panelleden wil reageren op de vragen of opmerkingen die gemaakt zijn. Dus zo over de gendergelijkheid. Dus wat ik gemerkt heb sinds dat ik al sinds 2014 in de Raad van Europa werk, de organisatie die vooral over mensenrechten, democratie en de rechtsstaat zich bezighoudt, is dat de Russische delegatie in de parlementaire assemblée vooral vertegenwoordigd werd door mannen. En als het vrouwen waren, dan hielden die zich bezig met sociale rechten, met mensenrechten, met democratie, rechten van de minderheden en zo. Dus ik denk dat als vrouwen meer betrokken worden in internationale relaties, er op den duur de waarden die belangrijk zijn, zoals sociale rechten en de rechten van de mens, ervoor kunnen zorgen dat internationale relaties doordringd worden met deze waarden. En dit zal over kunnen schakelen naar totalitaire staten zoals Rusland en in de loop der tijd voor een duurzame vrede zorgen. Si j'ai bien compris la question, c'est la question des légitimités, en quelque sorte. La légitimité du point de vue de M. Poutine, c'était son objectif militaire, tandis qu'il n'a pas réussi, d'une certaine manière, il est plus faible par rapport à ça, son objectif, et donc sa légitimité, quelque part aussi, est un peu moins bonne. La légitimité du président Zelensky est évidemment liée au fait qu'il a dit on va tenir, et on va empêcher notamment la chute de Mariupol. Le fait que la Mariupol soit maintenant tombée, en quelque sorte, il est quelque part aussi plus faible. Et donc, la question que se pose, est-ce que maintenant il y a une opportunité de commencer à donner plus de la place à la parole, compte tenu que les deux légitimités ont été quelque part, si on a cette analyse évidemment que je fais maintenant, rapprocher qu'on a envie d'essayer de voir finalement qu'est-ce que l'autre a envie en fin de compte profondément par rapport à la relation entre parce que les relations entre
parce que j'étais à Moscou, j'étais très souvent en Ukraine, on était chez soi, on parlait russe. Donc il y a quand même l'autre proche dont on a parlé, eh bien l'Ukrainien est un autre très proche. À la grande différence de la guerre, la dernière guerre de référence en Russie, c'est celle de Tchétchénie, où là c'était de la haine entre les musulmans et les Russes. Donc c'était une guerre de violente des deux côtés. Aujourd'hui, c'est une guerre entre frères ou ex-frères. Mais finalement, ils ne sont peut-être quand même pas tellement loin. Et alors, est-ce qu'il y a maintenant une opportunité, justement, je crois que la diplomatie, de ce point de vue-là, a un rôle à jouer en disant, tiens, il me semble que l'analyse politique qu'on fait, que je viens de partager, ça vaut ce que ça vaut, est-ce qu'il n'y a pas un moment de pousser la diplomatie, essayer de mettre autour d'une table, en ayant déjà conscience de tout ce que j'ai dit, c'est-à dire tous les stéréotypes qui nourrissent l'imaginaire. Maintenant, on laisse tomber un peu les stéréotypes et on dit allons au point important pour l'avenir de nos relations. Oké, hartelijk dank. Ik stel voor dat we overgaan tot de laatste twee sprekers die speciaal bij ons zijn vanuit Oekraïne en Rusland en die al een tijdje op de Zoom zijn. We gaan proberen of hun geluid ook effectief werkt. Het eerst ga ik het woord geven aan Yuri Tjelazhenko, die in 2019 mee de Oekraïnse pacifistische beweging heeft opgericht. Hij is een gewetensbezwaarder en hij zal dus ons nu in enkele minuten toelichten wat de beweging doet en wat de vragen, de verwachtingen zijn van deze beweging naar, ik zou zeggen, naar de wereld toe. Dear friends, thank you for giving peace a chance at this conference. The Ukrainian pacifist movement, which I represent, does the same despite martial law. We help civilians to survive, remaining civilians. We continue to advocate non-violent conflict management and abolition of compulsory military service, developing peace studies and cooperating with the international peace movement. When we gathered online on 15th May to celebrate the International Conscientious Objectors Day, we adopted a statement condemning again continuation of war, calling to cessation of hostilities and negotiated settlement, denouncing human rights violations during military mobilization in Ukraine, and expressing solidarity with Russian and Belarusian objectors to military service, demanding immediate cessation of all repressions against them. Peace and solidarity in Europe and worldwide is a powerful dream, but it was turned into a wild delusion of crushing common enemy at any cost, which already faces nightmarish risks of protracted bloodshed, food shortages, hyperinflation, economic and ecological crisis, and unthinkable but still seriously planned nuclear war. I think the people gathered here understand that peace and solidarity means a need for immediate ceasefire and comprehensive peace talks to find common ground between Ukraine and Russia, between East and West. We are all living on the same planet, and therefore we must find a common ground. But some people are apparently living on a different planet, where deadly weapons and refusal to negotiate somehow brings peace, while distrust and hatred somehow create solidarity. Differences between these planets are differences between the progressive culture of peace and non-violence and archaic culture of war and violence. On the planet of peace, the people are talking. On the planet of war, the crowds are fighting. But I assure you, it is the same planet. The war is just a dark side of it. Along with propaganda of war,
with its unrealistic images of existential enemies and heroic killers defending their country. On the dark side, there are a lot of efforts to turn all people into armies through propaganda of war in media and education, military recruiting and mobilization campaigns, corruption and pressure, multiplying hoax and harassing doves. We need to develop the bright side of our planet, strengthen the peace movement to turn belligerent crowds into peace-loving people. We need to build a non-violent society without enemies and without borders dividing people. A society based on conscientious objection to military service, on refusal to kill or commit any other crime, on restorative justice, universal skills of soft power, self-organization, and conflict management. We need peace science and education to learn effective practical methods of nonviolent life. We need media peace and cyber peace to maintain nonviolent discourse, to shed light into violent darkness on all sides, instead of dragging humankind into one-sided darkness. We need a peace economy to invest in peace building instead of self-destruction. Military patriotic upbringing and conscription is common evil of Russia and Ukraine, which escalated the conflict and led to the war. And it should be condemned and prohibited by international law, as well as such immoral practices as repressions against peace movement in Russia and total military mobilization of population in Ukraine with no respect to sanctity of conscience, personal choices, to avoid direct or indirect participation in war. We should challenge the stereotype of military victory, insisting on historical truth that all efforts to conquer absolute power were failed painfully, no matter how self-righteous conquerors were, that nobody can win everything, even under pretext of good cause, that all power should be reasonable and fairly shared, and therefore we can't and don't need to win. We can and need to win-win. I wish all people, all Europe will speak in one voice that war is a problem, not a solution. Let's refuse to kill and build peace on earth together. Thank you, Yuri. I will continue in English. My last guest is Yulia Galyamina. She was born in Moscow, member of the party Yabloko. During the past years, she was several times arrested because of breaking the rules of holding protest actions. And on the 5th of March, just now, recently, she received a sentence in prison for 30 days because she called for an action against the invasion in Ukraine. But maybe the most important reason why we invited her is because she is one of the creators of the movement The Soft Strength, a movement existing of women that would like to have another sound in society, not the language of war, but the language of peace and love. So, Yulia, the floor is yours. Good evening, dear colleagues. I am very, very grateful to the organizers for inviting me to this forum. It's a great honor to speak to you. My name is Yulia Galyamina. I am a Russian politician and co-organizer of the Soft Power movement. Our movement unites Russian female independent politicians and activists.
It was not founded because of the special military operation, but so it happened that we made our establishing statement just a day before to Putin's troops entering Ukraine. So at this point we have to focus on the anti-military theme, whether we like it or not. Even though originally our goals were promoting female political leadership and supporting the ideas of humane politics and humane government. Russia is currently viewed as the aggressor country by the entire world. Of course, it was talk about Putin, then that is the case. However, the blame for what's happening is getting transferred to every Russian person. I understand the feeling of the people doing this, especially all those from Ukraine. But I want to point out that such an attitude towards common Russian people helps neither stop the operation nor get Russia out of the downward spiral that will every time take our country back to a dictator's regime. Psychologists are convinced that telling people who passively support the operation that they are guilty makes it impossible to tilt them towards refusing to support military activity. Such group accusations don't make people feel guilty. They just create a sense of injustice and resentment. They make people rally around their leader, in our case around Vladimir Putin. Russian propaganda skillfully uses it. They may say, look, the entire world is against us. Everything we do is not in vain. Just see for yourself how much everyone hates us. It is important that people understand that the entire population of Russia is also a victim of Putin's regime. Of course, I don't want to compare the victims among Ukrainian people, which cause a deep feeling of grief. But with Russian people, it's mostly about psychological violence. The Russians suffer physical violence from law enforcement agencies as well. For a long time, Russian citizens had neither the competence, the instruments, or the awareness necessary to influence the government. We can blame them for it, or we can try and reach out to them with a helping hand. We would reach out to victims of abusive relationship or totalitarianistic sects. In soft power, they avoid accusation and stick to conversation filled with the love and the respect. Our goal is to change the social consensus. We have to support those who actively argue against the war, to support women who are persecuted for their media publications about Ukraine, such as Maria Ponomarenko, a social journalist and a member of our organization who is currently imprisoned. We have to show the people who disapprove of the war passively that many Russians agree with them, and that should they demonstrate their opinion actively, they will not be alone. We give them instruments that help them keep both their ideals and their psychological health, for example, for our projects, anti-military tales, children's stories that promote attained values related to one's attitude towards fellow humans,
to fears and conflicts, such as benevolence, disposition to dialogue, curiosity. These podcasts can help those children and their parents. We have to tilt the white supporters of the special operation towards our side by telling them about trial and tribulations brought about by it, without acting aggressive and speaking in an accusatory tone. We should also give the active supporters to the special operation a chance to change their opinion and not feel humiliated, since it will be better if they change their mind than if they proudly persist with their militarism. All of this is important primarily for the future. The way Russia will be able to once again become a part of the global world instead of making the same mistakes of resentment and chasing supremacy again. I believe the world should support us and such an attitude towards Russians and understand the difference between common people in Putin's and this entourage. Thank you. I'll try to switch on translation. Yes. Thank you very much, Monsieur Mignot, Anna, Yuri, and Julia. And we have a special sign for you in Russia and Ukraine. I will show my camera. If you can hold up your signs, please. So we made all peace signs for you. Als iedereen recht staat, dan gaat het goed. Je mag het omdraaien. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ik geef Manudo het laatste woord. Sorry voor wie dat zijn jas al aan heeft, maar nog een paar minuutjes. Ja, nog even, om toch eventjes te concluderen. Het gaat ook over ons, over de vreesbeweging en de krachten die eigenlijk, zoals jullie zei, zich verzetten tegen militarisme en bewapening, oorlog als oplossing. Oorlog is het probleem en niet de oplossing zoals zij zei. Europa maakt een heel moeilijke periode door, want de oorlog heeft een enorme impact op de maatschappij, op de mensen. In Rusland, in Oekraïne, maar ook in Europa, in de rest van de wereld. En het militarisme is duidelijk in opmars. Vele extra miljarden gaan naar wapens. De Verenigde Staten zijn heel openlijk over het doel van de massale wapenleveringen aan Oekraïne. Het gaat niet zozeer om het vlug beëindigen van de oorlog, maar om het verzwakken van Rusland. Als vredesbeweging hebben we in onze acties de Russische agressie tegen Oekraïne aangeklaagd en veroordeeld. In Rusland zijn conservatieve, nationalistische en militaristische krachten aan de macht. Krachten die symbool staan voor zowat alles waar de vredesbeweging tegen strijdt. De vredesbeweging ijvert, en dat is onze rol, ijvert voor ontwapening, demilitarisering, vreedzame coexistentie en menselijke veiligheid. En daarom ook dat we weigeren mee te gaan in een zwart-wit visie op een complexe werkelijkheid. Dit
Dit is geen oorlog van goed tegen kwaad. In Oekraïne is een nationalistisch conflict in 2014 ontaard in een open oorlog. Met grootmachten die op het tweede niveau een strijd voeren om hegemonie. Waar het gaat om economische belangen, toegang tot markten, grondstoffen, aanvoerlijnen, geopolitieke macht. En dat was de inzet van de Eerste Wereldoorlog, herinner u, en dat is ook de inzet vandaag. Daarvoor gaan soldaten, dienstplichtigen, de loopgraven in. En daarom ook dat we ons hard verzetten tegen de drijvende krachten achter de oorlog, tegen het militair-industrieel complex dat deze oorlog misbruikt om Europa te militariseren en om het te positioneren en voorbereiden op verdere conflicten met andere, tussen aanhalingstekens, systemische rivalen, zoals de NAVO ze zelf benoemt. Ik denk bijvoorbeeld aan China in de eerste plaats. Maar nu eerst is er de oorlog. En die moet vlug eindigen om erger te voorkomen. Een verdere escalatie tussen kernwapenmachten moet kosten wat het kost vermeden worden. De wapens moeten zwijgen en de diplomatie moet spreken. De deur van de onderhandelingen moet terug wagenwijd opengaan. Ik denk dat ze nu veel te dicht zijn. Tussen Moskou en Kiev uiteraard, maar ook tussen Washington en Brussel enerzijds en Moskou anderzijds. Er is geen andere keus dan diplomatie, dan onderhandelen. Willen we een catastrofe vermijden? En ik wil even wijzen op het gevaar van een overbewapening in Oekraïne. Stel dat het Oekraïns leger wint, wat betekent dat op dat vlak van nucleaire? Wat betekent dat ook voor de mensen in de Donbass? Ja. Op deze conferentie hebben we het gehad over een andere noodzakelijke veiligheidscultuur of architectuur. Na de oorlog moeten de juiste lessen worden getrokken. Er moet geïnvesteerd worden, zoals hier al gezegd is geweest, in betere relaties met zij die de NAVO vandaag systemische rivalen noemt. In samenwerking, in wederzijds vertrouwen. En zoals de voormalige Zweedse premier Olof Palme begin de jaren 80 schreef, ons alternatief is gedeelde veiligheid. Goede onderlinge relaties zijn noodzakelijk, zoals Anna al zei hier, om de grote planetaire dreigingen gezamenlijk aan te pakken. En er zijn er twee grote, en die zijn dringend: kernwapens en klimaatverandering. En dat is de boodschap die de vredesbeweging moet uitdragen. Het streven naar gemeenschappelijke veiligheid gaat noodzakelijk gepaard met een drastische verandering van deze op winstbejag gebaseerde wereldorde, van het economisch systeem dat ongelijkheid in de hand werkt en de natuur vernietigt. Er zal pas vrede zijn als alle mensen van deze planeet toegang hebben tot alle noodzakelijke bestaansmiddelen. Het zijn de mensen in Oekraïne uiteraard, ook de Russische soldaten, maar ook de mensen van het globale zuiden die het zwaarst zullen getroffen worden door deze oorlog op lange termijn. Die het meest te lijden zullen hebben onder de gevolgen ook van de sanctiepolitiek die zeer eurocentrisch of westers wordt ingevuld en de wapenwetloop die nu schrikbare proporties heeft aangenomen. Tot slot, er is geen vrede zonder rechtvaardigheid. Er is geen rechtvaardigheid zonder vrede. Er moet ontwapend worden om te ontwikkelen. Dat is een oude slogan van de vredesbeweging. Veiligheid, en dat moet heel duidelijk zijn, denk ik, en dat is echt wat wij moeten zeggen als vredesbeweging, is geen kwestie van militairen noch van militarisme. Dat is de inzet van onze strijd. Daarvoor moeten we gaan, en dat is wat we voortdurend moeten herhalen, met argumenten, met kennis van zaken. We moeten politiek, media, bevolking overtuigen van de nood aan een vredespolitiek en demilitarisering. Ik dank u. Er rest nog alleen jullie te bedanken voor jullie komst. Ik hoop dat je geïnspireerd was. We beseffen zeer goed dat 2 uur veel te weinig is voor de complexiteit ervan. Ik besef zeer goed dat het weinig gegaan is over Oekraïne zelf misschien. Dat er een aantal zaken zeker nog verduidelijkt moeten worden. Ik hoop dat we later nog eens een gelegenheid krijgen om die zaken nog verder uit te diepen. Er rest me alleen om jullie te bedanken en hopelijk toch een aantal zaken mee te nemen in uw kennissenkring. Er zijn ideeën om, in Leuven is er al elke woensdag actie, over de middag is dat denk ik. Er is ook het idee om elke donderdagavond, we zijn vandaag donderdagavond in Brussel, ik hoop dat we dat gauw kunnen promoten, ook op de pagina die je misschien al gezien hebt op Facebook, om elke avond, gedurende elke week,
de vredesboodschap uit te dragen, onze boodschap uit te dragen. En ik hoop dat deze initiatieven navolging krijgen, misschien ook in Gent, in andere steden. Voilà. Maandag om 5 uur op de dageraadplaats. Voilà. En er zijn heel wat initiatieven dageraadplaats in Gent. Voilà, maar ik veronderstel dat we deze initiatieven kunnen delen op de pagina van Facebook en op de sites van de betrokken organisaties. Voilà. Dank u wel om te komen en wens me vooral ook nog een warm applaus een laatste keer voor de mensen die hier getolkt hebben, die dat vrijwillig doen en de mensen die getolkt hebben daarboven om het op achteraf nog te kunnen bekijken. Het is gelivestreamd. U kan op Facebook, via Facebook, wat er hier vandaag gezegd is, het filmpje verder delen voor de mensen die niet konden komen of niet aanwezig zijn.